je sais pas comment l'exprimer, quoi. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, comment est-ce que vous arriveriez peut-être à exprimer vos sentiments comme ça par rapport à ce booking. Enfin, putain, Brock Lesnar, quoi. Faut pas qu'il lui donne une putain de mallette, à quoi ça sert? Genre, il y avait Drew, il y avait Andrade, il y avait Ali, même Balor, enfin, même Baron, et je vais vous le dire, même Baron Corbin. Bonjour à tous et bienvenue sur Wrestling Clinic. Aujourd'hui, je vous accueille en direct de Bolivie où j'ai pris un petit moment pour regarder Money in the Bank. Et on va parler de Money in the Bank maintenant tous ensemble. Ce show, je vous le dis tout de suite, je l'ai trouvé plutôt bon, voire des fois très bon. Mais il a été trop souvent, comment dirais-je, court-circuité comme ça par des idées qui servent le show et qui vont desservir la vision et le succès long terme des storylines de la WWE cette année. Donc c'est ça qu'on va voir ensemble en direct, générique. Alors Money in the Bank, il commence avec le pré-show, lors duquel on a eu les Usos qui ont remporté leur combat face à Daniel Bryan et Rowan. Daniel Bryan et Rowan qui sont champions par équipe de SmackDown, mais les ceintures n'étaient pas en jeu lors de ce combat, et c'est pour ça que très probablement dans le futur proche, très proche peut-être, les Usos obtiendront leur match de championnat pour les ceintures par équipe de SmackDown. Ce match était plutôt correct, il n'y en a pas grand-chose à penser, si ce n'est que j'ai l'impression qu'ils ont perdu un petit peu leur temps entre le moment où les Usos avaient déjà battu Rowan et Bryan, ensuite ils ont perdu contre Shane McMahon. Bref, c'est un petit peu de la perte de temps, et surtout ce combat n'avait rien à faire en pré-show, comme on le verra un petit peu plus tard lorsqu'il y a eu Daivari contre Tony Nese dans un ventre mou où vraiment ils ont pas eu de chance d'être mis à ce moment-là du show. Le show, il a commencé par le Money in the Bank féminin. Je l'ai trouvé meilleur que celui de l'année dernière. Et en termes au niveau de sa composition, je trouvais que la première moitié était relativement inutile. Enfin, il ne s'est rien passé de spécial. La deuxième moitié était plutôt bonne, avec la victoire de Bayley qui a créé une super réaction de la foule. Donc, ça montre que le booking du match était plutôt bien fait, même si ça avait l'air très chorégraphié de temps en temps. Et puis Bayley, ça fait quand même assez longtemps qu'il ne se passe rien avec elle, qu'elle sert franchement à rien, même si elle a gagné bien sûr les ceintures féminines par équipe avec Sasha Banks lors de Elimination Chamber. Ça n'empêche pas que c'était un moment vraiment entre parenthèses qui n'a pas du tout servi sa carrière et l'aura de son personnage. Et en parlant d'Elimination Chamber, j'ai justement trouvé que le Money in the Bank féminin de ce Money in the Bank 2019 ressemblait un petit peu à l'Elimination Chamber qu'on a eu un peu plus tôt cette année. L'Elimination Chamber féminin qui aussi, au début du combat, était vraiment, on va dire, mauvais, et ensuite ça a picked up un petit peu, ça s'est bien amélioré. Et puis c'est vrai que Bayley, de temps en temps, il y a des shows où elle est pas du tout over, la foule en a rien à faire, et là la foule était vraiment bien investie dans le combat, ce qui a permis une fin victorieuse de Bayley, très efficace. C'était très bien fait et c'était vraiment bien de commencer le show avec ce combat. Après ce premier combat, franchement, Money in the Bank 2019, pour le moment, c'est un succès. Ensuite, on a eu Rey Mysterio qui a battu Samoa Joe en à peine 1 minute 30, alors que l'épaule gauche de Samoa Joe était à ça du tapis, donc l'arbitre n'aurait jamais dû compter, ce qui, a priori, donnera une raison à Joe de demander une revanche. Alors moi, il y a deux choses dans ce combat que j'ai retenues, une que j'ai beaucoup aimée, une que j'ai pas du tout aimée. La première chose que j'ai beaucoup aimée, c'est l'effusion de sang du nez de Joe, et surtout la caméra qui n'a pas essayé de se détourner un petit peu de l'action. Donc ça m'a fait plaisir de voir que on assume un petit peu le réalisme et la réalité de ce qui se passe dans le ring. Par contre, ce que j'ai pas du tout aimé, c'est que lorsque Joe a perdu, il savait pertinemment que son épaule n'était pas au sol. Et pourtant, en fait, il était là. Au lieu de directement s'en prendre à l'arbitre, parce que c'est l'arbitre qui a foiré sur ce coup-là. Donc il ne faut pas être surpris, parce qu'il n'a pas vraiment perdu, et ça il le sait. Et ça j'ai pas du tout aimé, parce que ça a décrédibilisé un petit peu la légitimité d'un compte de 3, parce que là, oui, la seule réaction qu'il aurait dû avoir, c'est tout de suite se lever fou de rage, aller vers l'arbitre, et lui dire « tu n'avais pas à compter jusqu'à 3, parce que jamais de la vie, j'avais l'épaule au sol ». Pourtant, voilà, il était juste là, bouche bée, comme ça, pendant 1 minute, et bon, après, il a rossé la gueule de Rey Mysterio, ça c'était sympa. En 1 minute 30, voilà, c'est trop court pour donner entre guillemets, un avis ou une note sur le match, mais ça a permis de poursuivre de manière assez originale, et franchement, c'était pas mal.
Après, on a eu le match en cage entre The Miz et Shane McMahon. Ce match, j'ai pu le voir en direct lors du show entre mes différents moments d'occupation pendant la journée avec le groupe, parce que là j'étais au Pérou, là je suis actuellement en Bolivie. Bref, j'aurais préféré franchement regarder un autre match en direct. Match en cage, franchement ce match ne servait à rien. Par contre, la fin était plutôt originale, donc ça allait. Le Miz avec son frog splash, bon, je dis rien parce que sinon mes paroles vont probablement dépasser ma pensée. Shane, il a même pas fait de gros bumps de taré. Franchement, le match ne servait pas à grand chose. Alors oui, il y a tout un débat sur le fait qu'à un moment il y a eu un pin cassé parce que Shane a mis le pied dans les cordes. Alors, est-ce que dans un match en cage, on casse un pin quand un catcheur met le pied dans les cordes? Peut-être que oui, peut-être que non, probablement peut-être plus que oui, mais moi, mon avis, c'est que le débat ne devrait même pas avoir lieu, dans la mesure où un match en cage devrait être construit et raconté d'une manière totalement différente, qui s'éloigne complètement des éléments constitutifs d'un match normal de catch. Vous voyez ce que je veux dire? Donc que oui ou non le pied dans les cordes, le fait de mettre le pied dans les cordes, c'est une connerie sans nom, parce qu'on est dans un match en cage qui doit représenter autre chose qu'un match normal avec une cage autour. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est aussi pour ça que ce match, bon bah voilà, on va l'éluder un petit peu, on va l'oublier, parce que c'était un moment qui n'a servi franchement à rien dans ce show. Alors oui, entre-temps, il y a Sami Zayn qui allait voir Triple H en lui disant « Oui, j'ai un petit peu les boules, j'ai peur que Braun Strowman me casse la gueule. » Triple H lui dit « Non, Braun Strowman, t'inquiète pas, il est pas là ce soir. » Mais finalement, on se rend compte que Braun Strowman est quand même là. Donc bonjour la sécurité, parce que Braun Strowman est banni et interdit de l'arène, et pourtant le mec, il est là. Un petit peu plus tard, on va retrouver Sami Zayn qui, par terre comme ça, Braun Strowman va dire qu'il n'a rien à voir avec ça. Bref, ça poursuit un petit peu la feud Strowman-Sami Zayn d'une manière un peu... ouais, je sais pas. À ce moment-là, je sais pas trop ce qu'il voulait. On comprendra évidemment plus tard qu'est-ce qu'il voulait. Mais voilà, donc juste pour savoir un petit peu comment ça progresse pendant le show. Alors après ce match qui a servi franchement à pas grand-chose, on a eu un match qui servait encore moins à quoi que ce soit. Tony Nese contre Daivari pour le championnat Cruiserweight. Je sais pas du tout pourquoi ce match était placé ici, dans le show. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas dans le pré-show, et pourquoi le match du pré-show, le tag team avec Daniel Bryan, n'était pas à cet emplacement du show? Parce que on a vraiment de la dent de scie, sauf que sur les points supposément positifs de la dent de scie, c'est pas suffisamment positif pour qu'on se permette, entre guillemets, d'avoir des matchs dont tout le monde se fout. Parce que là, ce match Tony Nese et Daivari, la foule n'en a rien à foutre. Pas un bruit. Par contre, après, on a Becky Lynch qui défend sa ceinture contre Lacey Evans, qui est... Je pense qu'elle a du potentiel, mais elle n'est pas du tout prête. Elle n'est pas du tout prête pour être à ce niveau, à ce moment de sa carrière. Becky Lynch remporte assez facilement et assez logiquement le match. Et ensuite, un truc que j'ai adoré, Charlotte, elle arrive avec un grand sourire. Comme ça, elle débarque, genre, bah oui, c'est moi maintenant. Ça, j'ai franchement beaucoup aimé. Le match était plutôt correct, plutôt bon. Et Charlotte remporte le combat après que Lacey Evans soit revenue pour faire le Women's Right sur Becky Lynch, qui ensuite va faire un petit paquet sur Charlotte. On va voir pourquoi ça m'a déplu. Et ensuite, Charlotte, avec un big boot qui l'a raté d'environ 11 km, bat Becky Lynch et devient la nouvelle championne féminine de SmackDown. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser à ce moment-là? Là, je fais une pause. On verra un petit peu après qu'est-ce qui s'est passé. Que Lacey Evans arrive pour faire le Women's Right et qu'elle coûte la victoire à Becky Lynch, il n'y a aucun problème. Sauf que elle fait le Women's Right et ensuite Becky Lynch se relève et elle fait un petit paquet à Charlotte Flair. Ça veut dire que, en faisant ça, le Women's Right, le finish de Lacey Evans, ne sert à rien, parce que ça veut dire que quand on prend son finish, on est quand même capable de presque gagner, parce que franchement, le kick-out de Charlotte sur le petit paquet de Becky Lynch, 2,99999, c'était une des plus grosses pop de cette année à la WWE, et de très loin. Donc ça, c'était une grossière erreur, parce que ça a totalement décrédibilisé Lacey Evans et son finish pour les semaines et les mois à venir. J'espère me tromper. Peut-être que le public aura une espèce d'amnésie magique comme ça, qui fera qu'il a oublié que ce finish ne sert à rien. Et ensuite, Becky Lynch se fait casser la gueule par Charlotte et Lacey Evans. La foule commence à chanter pour Bayley, très bon signe.
Bayley arrive, elle even the odds comme ça, elle fait maisonnette comme on disait dans les années 90. À un moment, Charlotte arrive, elle charge Bayley, Bayley esquive, Charlotte, boum, KO. Et là, la foule commence à comprendre ce qui va se passer. Bayley finit par encaisser sa mallette et elle remporte le championnat SmackDown sous une ovation du public. Franchement, c'était à la fois très bien et à la fois très mauvais. Pourquoi ? Très bien parce qu'au moins ça permet de relancer un petit peu la carrière de Bayley, qui était tombée complètement en désuétude depuis le rififi avec Sasha Banks, et Sasha, on ne sait pas trop ce qu'elle fabrique en ce moment. C'est aussi très bien parce que là, Bayley a la chance d'être super populaire auprès de la foule de Hartford, Connecticut. Par contre, là où c'est pas bon, c'est que franchement, WrestleMania, c'était le dernier pay-per-view avant Money in the Bank. Becky Two Belts, ça veut dire qu'elle n'aura pas existé pendant au moins une défense. Et on va le voir qu'ils vont le refaire plus tard dans le show. On va échanger la popularité d'un moment lors du show, et je vais pas m'en plaindre parce qu'en le voyant, j'ai trouvé ça vraiment des moments géniaux, la victoire de Bayley lors du Money in the Bank et surtout son cash-in et tout ce qui va autour. Donc c'était vraiment génial sur le moment, mais par contre, voilà, que se passe-t-il avec Becky Lynch ? Est-ce qu'on était obligé de la faire perdre déjà ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver quelque chose d'autre pour la faire garder et conserver ses ceintures pendant au moins 1 voire 2 pay-per-view pour se dire, putain, quand même, Becky, la meuf, elle enchaîne, quoi. Elle défend ses 2 ceintures lors de tous les pay-per-view. À chaque fois, voilà, elle grandit, elle monte les échelons en termes de popularité, de légitimité, comme la championne féminine de la WWE. Et non, ils n'ont même pas tenu un seul pay-per-view. Là, on a une défense qui sert quasiment à rien contre Lacey Evans parce que on voit qu'elle n'a pas le niveau, et le vrai gros match, elle le perd déjà. Donc là-dessus, je ne suis pas content. Ce qui fait que, voilà, si on réfléchit à plus long terme, de manière logique et de manière catchesque, c'est pas du tout un bon booking. Par contre, au niveau du show en lui-même, c'était absolument super. Ensuite, Roman Reigns bat Elias en 9 secondes avec un spear après que Elias lui a mis un coup de guitare dans les backstage. Elias a fait toute sa chanson. Moi, je suis un grand fan d'Elias. Contrairement au public qui, visiblement, n'a pas envie de le voir catcher au-delà de ses segments. Moi, j'aimerais bien le voir catcher pour que son personnage puisse prendre un petit peu de profondeur. Parce que autant j'adore tout ce qui sort de sa bouche, autant j'aimerais le voir en action pour être capable de juger si oui ou non il a les épaules pour aller un petit peu plus loin dans les échelons de la WWE. Donc ce match / segment, il était très bien réalisé. Il n'avait pas besoin d'être plus. C'était en plus, le show a duré 3h38, et de nouveau c'est des shows qui sont trop longs, franchement. Je suis désolé, c'est beaucoup trop long. Il y a au moins 40 minutes de trop, si ce n'est presque 1 heure. Donc voilà, que ce soit resté très court, c'est très bien. Ensuite, match numéro 2 de la soirée, pas le meilleur match de la soirée. AJ Styles contre Seth Rollins, un match de catch. Clean, vraiment de très haut niveau. Je ne sais pas ce qu'il faut dire de plus. Seth Rollins a conservé son titre, donc c'est la décision, je pense, la plus logique et la plus, la plus normale, et qui va servir les feuds de Seth Rollins, même si ça va être contre Baron Corbin a priori. Donc voilà, là-dessus, rien à dire, du très bon. Ensuite, on enchaîne avec Lucha House Party qui se fait défoncer la gueule par Lars Sullivan. Là, de nouveau, Lars se fait ouvrir le front par Kalisto à un moment quand il lui court dessus dans les cordes. Je ne sais pas si c'était un coup de genou, un coup de coude, peu importe. Et une fois de plus, ça j'ai beaucoup aimé, la caméra n'a pas essayé de se dérober ou de ne pas filmer la tête de Lars Sullivan là, qui commençait à saigner. Donc c'était vraiment très bien. Par contre, ce qui n'était pas super bien, c'est le Kofi Kingston contre Kevin Owens. J'ai rien à reprocher à ce match, c'est juste que on est dans un ventre mou. Là, je veux dire, Seth Rollins contre AJ Styles, on était très haut, quoi. C'était du très haut niveau. Et puis là, après, il se passe rien pendant presque une demi-heure. Je ne sais pas pourquoi c'est booké dans ce sens, parce que effectivement, si on met quelque chose entre parenthèses qui va pas vraiment servir à grand chose, comme Sullivan contre les Lucha House Party après Rollins et AJ Styles, pas de souci. Mais après, il faut qu'on ait de nouveau du lourd, et là, on n'a pas du lourd. Donc ça veut dire qu'on s'ennuie pendant une grosse demi-heure. Kofi, j'ai l'impression que la Kofi Mania, c'est déjà terminé depuis sa victoire à WrestleMania. Kevin Owens n'était pas crédible en tant que challenger. Donc voilà,
on n'a pas forcément envie que Kofi, enfin comment dire, on n'est pas investi pour que Kofi conserve sa ceinture, et à l'inverse, on n'est pas non plus investi pour que Owens remporte la ceinture. Donc en fait, les gens sont un petit peu assis sur leurs mains comme ça. C'était pas autant que Tony Nese et Daivari, mais il n'y avait pas vraiment d'ambiance. Ça s'est un petit peu réveillé à la fin, mais c'était de loin pas ce qu'on était en mesure d'attendre d'un match de championnat, enfin. Et pour terminer, on a eu le Money in the Bank masculin. Vous savez tous comment ça s'est terminé. Ce match, le match en lui-même, il était très très bon. Les mecs, ils ont pris des bumps de taré. Ricochet, qui s'est fait envoyer par Drew par-dessus la troisième corde à travers une échelle. Baron Corbin qui fait son chokeslam à Finn Balor sur une échelle ouverte. Finn Balor qui se prend un sunset flip par Andrade depuis le haut de l'échelle sur une échelle qui était posée sur les cordes. Le mec, il a bouncé de 9 mètres en l'air. C'était absolument fabuleux. Qu'est-ce qu'il y a eu Ali s'est pris un chokeslam de Baron Corbin à travers la table des commentateurs. On a eu un Deep Six sur Ricochet aussi. On saluera bien entendu la grande performance de Randy Orton qui a su faire partie du match tout en se préservant au maximum. Et ça, c'est le signe des grands, parce que quand je vois ce qu'a mangé Balor pendant le match, franchement, est-ce qu'il a besoin de ça ? S'il a besoin de ça, c'est qu'il y a un problème. S'il n'a pas besoin, il n'a pas besoin de le faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est pas parce que les gens attendent des bumps de taré qu'il faut absolument leur donner, parce qu'il faut un petit peu penser à soi et dans quel état physique on va être dans 20 ou 30 ans. Donc ce match était absolument super. Il a conclu un pay-per-view pendant lequel j'ai passé... Allez, il y a des moments il y avait du très mauvais, il y avait des choses qui servaient à rien, mais le positif était à chaque fois très positif, et ça m'a permis de passer un très bon moment, y compris lors de ce combat. Sauf que à la fin, Ali, il est à 2 doigts de récupérer la mallette, on est d'accord ? La musique de Brock Lesnar retentit. Alors, au-delà du fait que ce soit Brock Lesnar, ce qui m'a tapé sur le système, c'est que Ali est comme un débile. Je veux dire, mettez-vous à sa place. Même si Brock Lesnar arrive pour vous casser la gueule, on va essayer de au moins être sûr de choper la mallette. La mallette, elle était dans ses mains. Il n'a même pas décroché la mallette pour se dire, bon bah foutu pour foutu, Lesnar va me tuer. Au moins, j'ai le Money in the Bank jusqu'à l'année prochaine. Donc, et là, en fait, non. Il se met sur l'échelle, et puis voilà, Lesnar qui défonce tout sur son passage, qui le fait tomber de l'échelle, qui monte, qui chope la mallette. La foule pop. Au niveau du booking, allez, sur le moment, le facteur surprise, c'était bien. Je ne veux pas dire que c'était très bien. Par contre, à long terme, c'est une catastrophe absolue. Lesnar, il n'a pas besoin ni d'une ceinture, ni d'une mallette pour être populaire ou pour avoir de l'importance à la WWE. Le concept du Money in the Bank, c'est d'une part effectivement de surprendre, mais il faut que la surprise soit aussi liée au fait qu'on élève ou qu'on tente d'élever un catcheur qui n'avait pas encore aspiré au statut de main eventer grâce à la mallette. Et donc ça veut dire que cette occasion de pas créer de nouvelles stars, mais au moins d'élever un catcheur un tout petit peu, a été complètement gâchée lors de ce pay-per-view, parce qu'on nous a remis ce bordel de Brock Lesnar. J'ai même vu sur Wikipédia, je sais plus qui l'a tweeté, je le remercie parce qu'il a mis le screenshot, il a mis un escroc bas, Ali, Randy Orton, Drew McIntyre, etc. Donc, niveau booking, de nouveau, on va complètement travestir et s'aborder tout le potentiel de storyline sur les semaines et les mois à venir, même si honnêtement ça fait des mois qu'il n'y en a plus, parce que tout est fait vraiment semaine après semaine, jour après jour, il n'y a plus toute vision long terme, mais il n'en reste pas moins vrai qu'il faut garder un petit peu d'espoir, et dans cet espoir, cet espoir, il ne peut pas y avoir d'espoir s'il y a Brock Lesnar, parce que Brock Lesnar ne peut pas... voilà, c'est pas à lui qu'il faut donner cette putain de mallette, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est le sentiment que j'ai quand je vois cette histoire avec Bayley, même si je vous ai dit, j'ai passé un super moment, et j'étais tout sourire devant mon ordi, quoi. C'était vraiment bien, quoi. Sauf que à long terme, on n'a plus aucune opportunité de développement de storyline long terme, parce que on a mis la priorité sur le shock value, sur comme ça la surprise lors du pay-per-view. Et voilà, on se coupe l'herbe sous le pied en pensant vraiment beaucoup trop à court terme, alors que il faut penser de toute évidence à long terme. Donc ouais, voilà. D'un côté, je suis très content d'avoir vu ce show parce qu'il y avait, comme je l'ai dit, des très bonnes choses, mais à chaque fois, tout de suite après, je me suis dit, mais c'est pas possible, putain, est-ce qu'ils sont obligés de faire ça à chaque fois ? Donc voilà, une fois de plus,
je sais pas comment l'exprimer, quoi. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, comment est-ce que vous arriveriez peut-être à exprimer vos sentiments comme ça par rapport à ce booking. Enfin, putain, Brock Lesnar, quoi. J'ai rien contre lui, qu'il le book, mais pas comme ça, qu'il le book de la manière dont ils veulent, en Arabie Saoudite, ailleurs, mais pas qu'il lui donne des ceintures, pas qu'il lui donne une putain de mallette. À quoi ça sert? Genre, il y avait Drew, il y avait Andrade, il y avait Ali, même Balor, enfin, même Baron, et je vais vous le dire, même Baron Corbin, ça aurait été mieux, putain. Bref, voilà, bon, je veux pas rester sur une note négative parce que AJ Styles Rollins, génial. Le main event, super. Charlotte qui arrive toute pimpante comme ça, toute sourire, qui gagne la ceinture. Puis le cash-in de Bayley, super. La victoire de Bayley dans le Money in the Bank, plutôt cool. Joe Rey Mysterio, très court, mais ça allait. Le reste, voilà, même si c'était du très mauvais ou de l'inutile, globalement, moi je vais lui mettre 1 pouce vers le haut, peut-être 2 pouces vers le haut, parce que j'ai passé un bon moment au niveau du show en lui-même. Par contre, lorsque l'on prend un petit pas de recul et que l'on se demande comment est-ce que le show va s'inscrire dans la continuité de la WWE entre WrestleMania 35 et la fin de l'année, allez, on va dire même jusqu'à SummerSlam 2019, eh ben je pense qu'on est face à pas mal d'erreurs. Et juste après qu'on se quitte, je vais vous mettre quelques petites images ici de cette formidable ville à La Paz, ici à 4000 mètres d'altitude en Bolivie, parce que Wrestling Clinic, c'est la chaîne sur laquelle on parle de catch un petit peu différemment, mais aussi qui, grâce à mon quotidien, vous permet de voyager et de découvrir les beautés du monde, parce que le catch, c'est bien, mais il y a aussi une planète extraordinaire sur laquelle nous vivons. Mais il n'en reste pas moins vrai que d'ici la prochaine vidéo que je vous prépare sur la chaîne, c'est-à-dire très bientôt, je vous donne pas d'indice, il ne vous reste pas grand-chose à faire, si ce n'est garder la passion et regarder du catch 24 heures sur 24. Allez, bye bye. Wow.